Bonjour, donc je viens vous présenter un livre qui sont les Fables de l'Élysée. Alors c'est un livre que j'ai écrit pour le 4e bouquin, toujours sur la politique, mais cette fois-ci j'ai voulu être un peu plus humoristique, puisqu'au fond, les livres politiques n'intéressent pas vraiment les Français, et donc pour essayer d'intéresser les gens à autre chose que la politique, j'ai voulu faire ça de façon humoristique. Mais à côté de ça, je vais présenter donc un sujet d'actualité qui est le dégagisme. Le dégagisme en politique est extrêmement d'actualité puisque depuis 2017, vous avez pu constater que nous avons quitté nos partis traditionnels. Les partis traditionnels ont été plus ou moins blackboulés, évincés pour un personnage que l'on appelle M. Macron, et qui arrive de nulle part. Ce que je voudrais d'abord préciser, c'est que le mot dégagisme se rapproche du mot révolution. C'est le mot soft, au fond. C'est un mot que l'on utilise aujourd'hui, mais qui ressemble un peu à la révolution de 1789, parce qu'en 1789, on a dégagé Louis XVI, et en 2017, on a dégagé donc les 5 partis traditionnels, comme je le disais précédemment. Les Français en ont assez de ces discours traditionnels qui, au fond, qui ne sont pas suivis des faits, et du coup, ils ont préféré décider de prendre une nouvelle personne venue de nulle part. Alors l'idée de ce sujet, c'est de savoir d'où vient le dégagisme et pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à cette situation-là. Alors il y a deux chapitres que je vais évoquer, d'un point de vue politique et d'un point de vue économique. Du point de vue politique, il faut remonter à 1981 pour comprendre où commence le dégagisme. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les hommes politiques, avant 1981, avait comme cheval de bataille une idée droite-gauche, on opposait la droite et la gauche, alors qu'à partir de 1981, on change complètement de sujet, et François Mitterrand, au lieu d'opposer une droite à une gauche, il commence à opposer une partie de la population contre une autre. Et lorsqu'il a créé d'ailleurs l'impôt sur la fortune, l'ISF, il n'en prend pas réellement conscience, mais il va stigmatiser une partie de la population française parce qu'il est présenté comme une sorte, c'est présenté comme une sorte d'amende confiscatoire quelque part. Et beaucoup de Français sont surpris de cette situation-là et de cette loi qui sort, et du coup vous avez des gens qui ont quitté la France. Alors on a expliqué qu'ils quittaient la France parce qu'au fond ils ne voulaient pas payer l'impôt, alors qu'au fond derrière il y avait un relent de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils se sont sentis un peu stigmatisés. François Mitterrand donc fait cette première erreur qui est donc de créer un impôt qui stigmatise une partie de la population. La deuxième erreur qu'il fait, c'est qu'il crée une association, et à l'époque dans les années 80 vous avez dû en entendre parler, c'était SOS Racisme, qui paraissait tout à fait anodin et pourquoi pas légitime, puisqu'en effet il pouvait y avoir des xénophobes. Mais en contrepartie, il donnait une légitimité à un parti qui est le parti populiste du Front National et qui derrière s'est retrouvé au fond devant les médias puisqu'en 1986, François Mitterrand modifie la loi à l'Assemblée nationale et souhaite la proportionnelle. Et de là d'ailleurs, à l'époque, il y avait un ministre qui était le ministre de l'Agriculture qui s'appelait Michel Rocard, qui décide de démissionner parce qu'il ne supporte pas l'idée de voir 35 députés Front National arriver au pouvoir. Donc une fois de plus, là dans ce cas précis, on voit bien qu'au lieu de présenter des idées, on oppose des individus, on oppose des gens, et cette politique de division sociale va perdurer. Au fond, elle perdure jusqu'à maintenant, puisqu'aujourd'hui encore, à l'Assemblée nationale, on reparle pour l'impôt sur la fortune. Il y a 1200 amendements. On est en train de parler essentiellement de ce problème d'impôt sur la fortune. Et une fois de plus, ça crispe une partie de la population et la population tout entière. Alors que cette opposition droite-gauche, cette opposition de classe, elle est plutôt réservée aux syndicats. Aujourd'hui, elle fait naître une forme de communautarisme
mettant en danger même la laïcité. Et alors avec les années, cette forme de communautarisme se traduit par, au fond, des idées beaucoup plus basées sur les droits acquis, sur des coutumes cultuelles, voire donc culturelles et cultuelles. Bref, le populisme s'engouffre dans la brèche française et au fond, le Front National parle du MPS, alors que justement, on devrait avoir deux partis, un de droite et un de gauche. Et du coup, les Français ne se retrouvent plus là, puisqu'ils n'arrivent plus à faire la distinction entre les partis politiques. Et donc, on voit aujourd'hui des grèves beaucoup plus radicales, au fond, où il y a un mélange de politique et de syndicalisme, déplaçant le curseur vers des actions beaucoup plus musclées, et donc ne permettant pas aux Français de se retrouver. Du point de vue économique, donc ça c'était la partie politique, et du point de vue économique, je dirais que on ne peut pas aborder ce sujet sans parler de la personnalité du président. Le mode électoral actuellement fait qu'on essaye de trouver un candidat qui a une personnalité. Et on parle d'homme providentiel, ce qui oblige le président à s'impliquer personnellement dans la vie économique du pays. Et donc il est bien sûr le chef des armées, mais il devient le chef de gouvernement. C'est pour ça qu'on a eu tendance à confondre pendant une période de temps Sarkozy avec donc son Premier ministre. On disait que l'un faisait le travail de l'autre. Et au fond, malheureusement, ça attire une catégorie d'hommes qui veulent bien sûr se présenter et que je qualifierais non pas de jupitériens, comme peut le dire M. Macron, mais plutôt de narcissériens, pour être plus clair. Et ce sont des hommes qui, au fond, pensent beaucoup plus à eux qu'à essayer de trouver une solution dans la société. Ils sont très attachés à leur image et ils ont comme outil, en économie, le seul outil qu'ils ont, c'est l'État. Et dès 1981, et c'est pour ça que je suis parti de 81, le passage obligé de toutes les décisions macroéconomiques et microéconomiques passe par l'État. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des strates à la fois État, région, département, qui complexifient les lois et qui font que ça réduit le champ d'action des hommes politiques au niveau national, par exemple, et parce que nous sommes dans une forme d'interventionnisme à outrance. Et ça enlève donc du coup toute liberté et ça empêche la création d'une société nouvelle face à la mondialisation. En fait, l'État se crispe, c'est comme une crise d'épilepsie, une contraction musculaire économique qui entraîne notre pays dans une impasse. Voilà. Donc les économistes libéraux, bien sûr, considèrent qu'au-delà de 53%, le prélèvement détruit l'emploi. Et de l'autre côté, les collectivistes n'abordent la question que sous l'angle d'un rééquilibrage des inégalités. Alors chacun reste bien sûr campé sur ses positions, qui sont aujourd'hui malheureusement dépassées, c'est ce que je disais, face à la mondialisation. Donc cette cacophonie économique déstabilise la population, qui, noyée dans une avalanche d'informations contradictoires, se braque et décide bien sûr de sanctionner l'ensemble des partis politiques de notre pays. Voilà. Donc la conclusion, c'est que la division sociale de notre pays par le politique et le contrôle de l'économie française a fermé tout horizon d'espoir de renouveau, entraînant le dégagisme de 2017. Alors ça c'est pour expliquer un peu l'origine et l'histoire du dégagisme. Maintenant, est-ce qu'on va vers un nouveau dégagisme en 2022 ou est-ce qu'avec M. Macron, tout va se régulariser ? Et je vais donc aborder le sujet de façon très courte sur la personnalité de M. Macron. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le président Macron a une corde à son arc, et pas des moindres, il utilise parfaitement la langue française, mais malheureusement, il se trompe parfois sur le choix des mots. Alors, non pas sur le sens des mots, parce que bien sûr, il les connaît, mais sur le choix des mots inappropriés dans une situation donnée. Il n'a pas la psychologie de la bonne formule et n'est pas l'homme de la diplomatie de circonstance. Et lorsqu'il parle par exemple des illettrés dans le contexte que l'on connaît ou qu'il parle des crimes contre l'humanité, il manque d'expérience dans le monde du travail et dans la société tout court. C'est-à-dire qu'au fond, il n'appréhende pas
la situation et la population, parce qu'il ne connaît pas les codes de la population, puisqu'au fond, on dit qu'il arrive d'un autre monde, mais pourquoi pas. Donc, il ne va pas apaiser la société, puisqu'il détériore l'image des citoyens sans réellement en prendre conscience. Donc, sur ce point de vue-là, je pense que Macron loupe complètement son entrée et que, malheureusement, en 2022, on risque d'assister à un nouveau dégagisme. Alors, sur le projet politique, proprement dit, ce qu'il présente au départ, c'est, comme les présidents précédents, c'est un hyper-président. Il utilise bien sûr l'État pour changer, pour essayer d'avoir un nouveau programme, mais il recommence en fait à opposer une partie de la population à nouveau, comme le faisait précédemment François Mitterrand, puisqu'il utilise encore l'ISF comme moyen de diviser la population et d'essayer de trouver une solution collective, mais qui n'en est pas une au fond. Au fond, il prend essentiellement part d'idées au niveau européen, il regarde ce qui s'est passé dans les pays européens et il essaye de rapporter ses idées au niveau national. Malheureusement, c'est une contrefaçon interventionniste dénuée de tout sens politique. Macron fait son marché, donc aux bonnes relations diplomatiques qu'il entretient, et je crois que c'est une navigation à vue qui, à terme, risque de lui coûter sa place. Alors c'est marrant parce que j'avais écrit qu'il n'y a rien dans la hotte du Père Noël Macron, et j'ai écrit ça 2 jours avant qu'il intervienne à la télé, et qui parle de la hotte justement du Père Noël. Bon, c'est assez marrant. Mais je crois surtout qu'il n'y a rien dans la hotte au niveau idéologique. C'est-à-dire que c'est un homme qui, au fond, a un mode de gestion classique. C'est un haut fonctionnaire d'État. Et au fond, il est un petit peu comme un comité de direction d'entreprise où il prend des décisions sans avoir vraiment réfléchi ce qui était la société. Donc Macron, dans les 5 ans à venir, d'après moi, ne renversera pas la vapeur. Il va braquer une bonne partie de la population. Et son pari concernant les plus fortunés va échouer, puisque les gens fortunés, on ne les contraint pas, ce sont des hommes libres, et qui sont aux antipodes du concept dirigiste étatique. Il y a toujours eu une méfiance chez les gens fortunés de l'État, et donc je ne crois pas qu'ils, bien qu'exonérés d'une partie de l'ISF, replacent leur argent dans l'économie française. Je voudrais continuer sur un dernier point. Je crois qu'en fait, nous sommes rentrés dans une ère qui non pas une ère du capital matérialiste, mais du capital temps libre. L'ère où on va mesurer son bonheur en fonction de notre liberté et non pas en fonction de notre capacité à gérer une fortune. C'est beaucoup plus une capacité à gérer notre temps de travail et de repos. On ne travaille plus pour survivre, mais pour du bien-être. On ne travaille plus pour constituer un patrimoine, donc, comme je le disais, indécent, mais pour asseoir des heures de temps libre. Et le président Macron passe à côté de cette évolution. Lorsque la gauche avait proposé le revenu universel, c'était une idée qui était intéressante, mais qui ne s'adressait pas à la bonne population. Parce qu'au fond, ceux qui veulent travailler, évidemment, souhaitent travailler, et ceux qui travaillent aimeraient plutôt avoir beaucoup plus de temps libre. Et je crois que les 35 heures étaient un bon début de solution, mais derrière, les heures n'ont pas été remplacées. Il y a une telle pression psychologique qu'au lieu de plus de liberté, ceux qui travaillaient aux 35 heures se sont retrouvés dans un enfermement de mauvaise conscience d'un travail inachevé, parce que la plupart du temps, ils quittaient leur boulot et ils avaient encore du travail à faire, et ce qui conduit d'ailleurs beaucoup de Français au burn-out aujourd'hui. Donc Macron loupe son entrée dans un domaine essentiel qui est l'équilibre du bonheur en France. Enfin, côté politique, le fait de vouloir assécher les partis traditionnels, donc en récupérant des mesures phares des partis traditionnels, il veut bien sûr essayer d'être réélu en 2022,
Mais malheureusement, il ne crée qu'une certaine crispation, alors que l'idée serait plutôt de revenir à un combat d'opposition entre deux types de partis, peu importe, droite, gauche ou autre chose, mais pour recréer une forme de démocratie, puisqu'aujourd'hui, du coup, avec sa façon d'engager la politique, il détruit tous les jours un peu plus la démocratie. Donc je crois qu'en conclusion, je dirais qu'une élection comme celle de 2017, qui est basée sur un mouvement d'humeur ou sur le rejet de la classe politique, sans véritable projet structuré, comme on vient de l'énoncer, conduit et conduira toujours au dégagisme. Et pour 2022, je crains que si les partis traditionnels ne reproposent pas des choses concrètes et compréhensibles pour les Français, on retrouvera certainement, ou Macron ou un autre, un président qui arrivera de nulle part. Voilà, c'est un petit peu la conclusion de cet exposé. J'espère que vous avez bien suivi, bien écouté. J'ai essayé d'être concentré. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. En dehors de dégager. Oui, oui. Je crois qu'elle est en train peut-être de se fomenter, là. La question, c'est que les Français ont besoin d'avoir des contours. Ils ont besoin de comprendre les choses. Et si on part sur des idées qui sont trop générales ou pas assez précises, les Français ne vont pas comprendre. Ce qui faisait la force de la droite et de la gauche, c'est que d'un côté, on disait la gauche, c'est le social, on défend les individus. La droite, c'était le commerce, travailler plus pour gagner plus. Or, si aujourd'hui, ces forces-là s'effacent, on va avoir du mal à recréer un lien. Je crois que, d'ailleurs, il y a 2 ou 3 jours, il y a des... Comment on appelle ça? Des gendarmeries qui ont brûlé du côté de Grenoble. Ça, c'est le signe justement d'une société à la dérive où au fond, certains extrémistes essayent d'emporter l'idée en se disant c'est nous qui arrivons, le dégagisme justement, parce qu'il n'y a plus cette stabilité de réflexion, une stabilité où les gens peuvent aller vers un parti traditionnel, quoi. Je crois qu'en fait, l'idée peut-être de demain, ça serait d'opposer la liberté ou tout État. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bon de tout étatiser comme on le fait actuellement, c'est-à-dire, on le voit, Macron, il veut tout diriger, tout étatiser, enfin bon, tout passe par Macron, tout passe par l'État, alors que justement, il faudrait laisser un peu plus de liberté. Et ça, je crois que tant qu'on ne recréera pas cette... Il y a une chose qui a été expliquée X fois, c'est que lorsqu'on a plus de 5 millions ou 5,5 millions de fonctionnaires, par rapport à une population où il y a 25 millions d'actifs, on passe un cap et que la société ne peut plus retrouver un équilibre économique, je parle. Parce que quand on est en période de crise où il y a une baisse des rentrées fiscales, il faut faire des coupes sombres, et les coupes sombres, malheureusement, elles se font dans l'administration, donc dans le service public. Là, je disais l'autre jour, maintenant, si vous voulez faire une carte grise en préfecture, vous n'avez plus la possibilité. Il y a 35 ans, lorsqu'ils avaient mis ce système en place de carte grise, c'était pour embaucher beaucoup de fonctionnaires. Et il y avait, moi je me souviens à Toulouse, à peu près 50 personnes qui travaillaient pour vendre des cartes grises aux particuliers. Aujourd'hui, là, au 1er novembre, on ferme les préfectures, donc il n'y a plus de cartes grises, on a licencié les 50 personnes. Par contre, le prix des cartes grises, lui, n'a pas diminué, au contraire, il a augmenté. Donc, au fond, ceux qui se sont retrouvés sanctionnés dans cette affaire, ce sont les 50 fonctionnaires qui étaient donc embauchés dans cette affaire et qui se retrouvent. Par contre, les Français, eux, vont continuer à payer les cartes grises beaucoup plus chères, alors qu'au départ, elles étaient gratuites. Donc, ce transfert, au fond, on continue à amasser de l'argent, alors qu'elle ne sert pas la population. Et en plus, du coup, vous n'avez plus le service rendu, parce qu'au-delà des 50 personnes embauchées, vous n'avez plus le service rendu, vous vous retrouvez à pianoter sur Internet pour essayer de savoir comment on fait une carte grise. Enfin, c'est compliqué pour les Français, quoi. Donc, il y a de plus en plus de services qui ferment, donc de moins en moins
au fonds de service, hein, et par contre, on continue à avoir la pression fiscale qui fait qu'on ne voit pas trop pourquoi aujourd'hui, enfin, on ne voit plus pourquoi elle sert, quoi. On n'arrive plus à comprendre. Et c'est peut-être ça l'enjeu de demain. Je crois qu'il va falloir que l'on remette les choses à plat. Alors bon, Macron, lui, il parle toujours de réduire le nombre de fonctionnaires, mais l'histoire, elle est assez complexe, parce qu'elle remonte à 1974. Bon, lorsque Giscard d'Estaing est au pouvoir, c'est le premier à embaucher 1 million de fonctionnaires pendant sa période, alors qu'on croit que c'est Mitterrand qui a embauché des fonctionnaires, donc, puisqu'il était socialiste. Or, c'est quand même Giscard d'Estaing qui embauche, parce qu'il est dans une période où, en 1977, il y a la crise du pétrole. Donc, pour éviter qu'il y ait du chômage à outrance à cette période, il décide d'embaucher 1 million de fonctionnaires. Alors, bien sûr, à l'époque, il n'y a pas tant de pression fiscale, donc on arrive à payer ces fonctionnaires. Quand Mitterrand arrive au pouvoir, il crée la décentralisation. Tant qu'il maîtrisait les fonctionnaires au niveau national, il y a 2,5 millions de fonctionnaires, hein, qui sont fonctionnaires d'État, ça va. Mais à partir du moment où il crée les régions, il n'est plus maître de ce qui se passe. Et aujourd'hui, vous avez donc 2,5 millions de plus de fonctionnaires, mais qui sont à la fois dans les régions, départements, territoires, enfin les territoires et communes. Donc cette maîtrise, évidemment, ça crée un déséquilibre financier au niveau étatique. Alors certes, on a réparti ça dans les régions, on a réparti ça, c'est plus les mêmes impôts, mais vous vous retrouvez avec des taxes foncières énormes, des taxes d'habitation, des taxes d'ordures ménagères qui n'ont plus rien à voir, des compteurs d'eau avec des 250 € d'abonnement, parce que bien sûr, il faut de l'argent pour... Et tout ça a diminué petit à petit le pouvoir d'achat des gens, mais l'État n'en est plus maître. Et c'est pour ça qu'au fond, on est dans un système où aujourd'hui c'est tellement compliqué. C'est pour ça que j'expliquais qu'il y avait des oppositions entre l'État, région et département. Et d'ailleurs, il y aura de plus en plus de grèves et de plus en plus d'oppositions entre les élus. C'est-à-dire qu'à la fin, ça va être un combat d'élus entre ceux qui sont au niveau national et ceux qui sont dans les régions et départements. Voilà. Alors, voilà, je voudrais poser une question. En fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il y a un glissement des pouvoirs publics, puisque l'État se décharge petit à petit depuis 1982 la décentralisation. Maintenant, il y a la loi NOTRe, tout se glisse vers en fait, les petites communes, les agglomérations, et la responsabilité de la population vient à ces personnes-là. Et le gros souci, c'est qu'en fait, on ne comprend pas très bien ce que l'État veut faire. Et s'il était clair et qu'il expliquait clairement les choses à la population de façon honnête, eh bien peut-être que le peuple comprendrait le mécanisme du cheminement de ce que veut ces politiques. Ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, on licencie les fonctionnaires, que ce soit hôpitaux, scolaires, territoriales, communes, voilà. Et en fait, pour charger ces agents qui arrivent à des situations de santé difficiles, puisqu'ils font effectivement une burn-out, et qui ne sont pas entendus par les dirigeants qui sont aussi politisés. Le gros souci de notre société, à mon avis, qui fait basculer et qui amène à une dérive, c'est qu'il y a un mélange d'administratif et de politique, et du coup, il y a une incompréhension et pas du tout le même objectif, et du coup ça se répercute sur les agents de l'État. Et ce qui serait intéressant, c'est que les agents de l'État, que ce soit la gendarmerie, la police, les hôpitaux, voilà, il y a un mélange de ça, c'est pas clair, et du coup, cette histoire de pouvoir détruit, parce que c'est pas, comment dire, on oublie l'objectif principal des agents publics, de servir le public, et on nie que le public
technique a besoin d'un humain pour pouvoir échanger. Et une migration avec des machines, comme vous avez pu l'exprimer au niveau de la préfecture, c'est pareil pour la CAF, c'est pareil pour la sécurité sociale, c'est pareil pour bientôt les départements, ça va être pareil aussi pour se faire soigner. Et à l'école, on utilise des ordinateurs, peut-être qu'il y aura plus d'enseignants. C'est une dérive inhumaine, enfin, une dérive humaine qui va amener à plus d'humanité et du coup à des gens qui vont devenir malades. Vraiment ce que je peux décrire pour décliner après l'intervention de M. Clarel. Oui, je crois que, en fait, le problème de notre société, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous dis, il y a des oppositions politiques entre ceux qui sont au niveau national et ceux qui sont au niveau régionaux et départementaux. Et auparavant, c'était plus facile. Il y avait les préfets, donc qui représentaient chaque département, et il y avait le président. Et le préfet était le représentant de l'État. Et c'est vrai que jusque-là, tout allait bien, parce qu'au fond, quand un préfet ne voulait pas suivre ce qui se passait au niveau national, il était viré, on le changeait. Bon, mais au moins, il respectait. Bon. Là, le problème, c'est qu'il n'y a plus, du coup, de coordination entre un État et les différentes régions. Et ce qui fait que, du coup, en plus, maintenant, on est passé de 22 à 13 régions, ce qui rend les régions encore plus fortes, et qui, on le voit d'ailleurs, l'exemple parfait, c'est ce qui se passe en Espagne aujourd'hui. C'est exactement là où on va. C'est-à-dire que la Catalogne qui souhaite son indépendance, il y a longtemps qu'elle l'a préparée. Elle a commencé par revenir sur la langue, donc on utilise la langue catalane parce que lorsque vous allez à Barcelone, ben, la plupart des gens parlent catalan, ils ne parlent plus espagnol. Lorsque vous allez, vous voyez tous les panneaux ne sont plus en espagnol, ils sont en catalan. Et du coup, il y a une opposition donc, qui se crée, qui se crispe entre la région et l'État. Tout ça parce qu'on considère que l'État, ben, quelque part, on ne sait plus trop ce qu'il fait, donc on veut reprendre son indépendance. Et malheureusement, ça ne crée pas l'unité. L'Europe a été créée dans cet esprit au départ. L'Europe avait été créée pour essayer d'unifier les États et pour essayer d'avoir éviter des combats. Alors malheureusement, elle a été que sur l'économie. Donc on a basé l'État sur l'Europe sur l'économie, alors qu'il fallait baser une Europe capitaliste, bien sûr, oui, l'économie, bon. Et alors que l'Europe aurait dû présenter au départ un projet politique. Et c'est ce qui a fait que ben, on est dans une impasse actuellement. Bon, Macron, je pense que son but précis, et ça, vous le verrez certainement, c'est d'être président de l'Europe. Il a tout à fait, tout ce qu'il dit aujourd'hui, quand on analyse ses discours, son seul but, c'est pas d'être réélu en 2022, voire, bon, à la limite jusqu'en 2027, mais après, au-delà, c'est de créer un État européen et de devenir président de l'Europe. C'est son but, parce que la façon dont il parle, la façon dont il traite les sujets, je crois que c'est son objectif. D'abord, il est jeune, il n'a que 40 ans, donc il doit penser à l'avenir lui aussi, et c'est dans cet esprit-là que... bon, alors, le véritable problème, c'est que du coup, s'il fait aujourd'hui, d'ailleurs, tout ce qu'il prend comme décision, ce sont des décisions européennes, il s'éloigne de plus en plus des problèmes français. Et malheureusement, en s'éloignant des problèmes français, ben, les Français comprennent de moins en moins. Quoi. Voilà. Paradoxalement, il va créer des fractures. Oui. Il va pas unir l'Europe. Il y a des fractures partout, des fissures partout, et tant mieux. Oui, mais bon, il va essayer. Oui, non, mais bien sûr. Mais il va essayer. Voilà. Heureusement que c'est secousse. Oui. C'est rupture. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si... Hein, c'est bon ? Voilà.